Je vais pas avoir assez de salive pour faire cette vidéo en entier. Je me recoiffe, vous permettez? Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. En tout cas mieux que moi puisque je suis malade. Je suis là malgré tout. Et aujourd'hui on revient pour un bilan culturel. Ça date. Le dernier était en printemps 2023 je crois. J'étais encore dans mon ancien appart. Ah non, c'est hardcore. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que ce soit dans les commentaires d'anciennes vidéos YouTube ou dans mes DM Instagram. Ça va être un bilan culturel de, certes, un peu janvier 2025, mais surtout une grosse partie de 2024, puisque j'en ai pas fait du tout en 2024. Je me coupe la parole. J'ai fait une sélection de ce qui m'a vraiment marqué du coup en 2024 jusqu'à aujourd'hui. On va voir ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite par les livres. Et les livres, c'est souvent ma catégorie préférée. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux. C'est Agathe, si je ne dis pas bêtise, qui m'avait gentiment prêté. Pour ceux qui ne connaissent pas Annie Ernaux, elle avait reçu le prix Nobel de littérature en 2022. Et comme une grosse partie de sa littérature, ce roman est autobiographique. C'est un roman qui va questionner sur le conditionnement de la femme et les libertés individuelles. Donc on retrouve Annie Ernaux dans son rôle de femme, donc des rôles qui lui sont dictés par la société, un rôle d'épouse, un rôle de mère, dans lequel elle s'épanouit pas forcément et où qu'elle remet en question beaucoup. Elle va être amenée à se poser plein de questions sur sa condition de femme, sur son épanouissement personnel dans cette condition de femme. Elle se rend compte qu'elle peut pas privilégier autant ses loisirs que son mari. Ce décalage en plus qu'elle a parce qu'elle a pas eu la même éducation que beaucoup de filles de son âge. Ses parents ils étaient pas dans le couple traditionnel comme on peut l'imaginer à l'époque. Elle va vite se rendre compte qu'elle peut pas avoir la carrière fascinante dont elle rêve, préparer un concours pour enseigner les lettres, etc. C'est compliqué quand on a un enfant. C'est hyper intéressant, d'autant plus quand on est une femme, de lire ce genre de roman. C'est des petites lectures. C'est vraiment un petit bouquin de poche. Ça s'emmène partout avec soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Waouh, j'ai lu un vrai pavé. J'ai lu Aurélien d'Aragon. Et la raison pour laquelle j'ai lu Aurélien d'Aragon, c'est pas parce que j'ai une passion pour Aragon, loin de là, ni une passion pour la littérature classique. C'est parce que c'est le livre préféré d'un ami et moi. Il a lu un nombre incalculable de fois. On est sur un roman qui se passe dans l'entre-deux-guerres. Donc sorti de la Première Guerre mondiale, Aurélien retrouve la vie normale. En dehors du front, à devoir réintégrer la société, notamment parisienne. Il rencontre Bérénice. Ça se passe au tout début du roman. On s'attend pas, quand on va lire un bouquin d'amour, à avoir une description aussi terrible que celle que Aurélien réserve à Bérénice dans l'incipit du bouquin. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfant. Et tu t'attends pas à ça quand tu ouvres un bouquin d'amour. Il la trouve laide. Bérénice ne correspond pas au standard de beauté d'Aurélien. Et j'avoue que ce décalage-là, en vrai, je me suis dit le bouquin va être intéressant. D'autant plus qu'on sait très bien que la romance va se passer entre Aurélien et Bérénice. Comment entre ces deux individus va se créer une relation très intense, pleine d'interdits. On est sur un vrai grand bouquin d'amour littéraire comme on peut l'entendre. Et il y a peu d'histoires d'amour qui sont aussi compliquée, aussi bien écrite que celle-là. En filigrane de cette histoire d'amour, il y a évidemment toute l'histoire de cette génération qui est un peu perdue, doit se réhabiliter à la société après avoir fait la guerre. Ils n'arrivent pas à vraiment s'émouvoir de cette fin de la guerre qui paraît un peu trop belle pour être réelle. Le décor du livre est très intéressant. Ça se passe dans un Paris très romancé, artistique. Paris des milieux des affaires, des anciens combattants. Il y a vraiment ce truc de l'ancien temps quoi. En vrai peut faire un peu rêver. J'ai un avis très personnel sur ce bouquin. Bon déjà mon chapitre préféré n'a rien à voir avec Bérénice et Aurélien. C'est un chapitre qui se passe à la piscine municipale. Voilà, où va y avoir une rencontre entre Aurélien et un personnage. Il se passe dans la piscine, dans le bassin. Ce chapitre était vraiment très bien écrit et c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué du bouquin. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. En vrai, c'est très bien écrit, l'histoire est intéressante, c'est pas le sujet. J'ai eu un peu de mal avec le rythme. Où il y a des moments donnés du livre où on tombe un peu dans des cuvettes et moi j'ai dégringolé dans ces cuvettes et j'avais du mal à reprendre ma lecture. J'ai lu ce livre à un moment donné de ma vie particulier où j'étais dans une relation compliquée avec quelqu'un de compliqué. C'était une relation qui n'avait pas de nom, c'était une relation qui n'en était pas une. Mais j'ai pas pu m'empêcher du coup de me projeter dans ce bouquin et il y avait des moments qui me faisaient trop mal, qui m'énervaient trop. Ça m'est arrivé tellement de fois dans le roman de lire des passages et de me dire mais quel gâchis, c'est pas comme ça que ça devrait se passer entre deux. Et je pense que je projetais des choses personnelles dessus et donc
ce roman m'a laissé un sentiment d'amertume assez fort. Et je pense qu'en ça veut dire que je l'ai aimé beaucoup parce qu'il m'a fait ressentir des choses très intenses et où je me suis beaucoup projetée dans les personnages, beaucoup trop, pour que la lecture ne soit agréable à ce moment-là de ma vie. C'est un livre que j'aimerais bien relire dans quelques années pour voir si j'ai un autre avis dessus. Je pense que j'aurai un avis complètement différent. Pour moi, leur relation, c'est une suite de quiproquos, d'incompréhension et surtout, c'est une relation qui est très égoïste. C'est un avis qui ne mouille que moi, encore une fois, c'est un avis personnel. Ils se fantasment plus qu'ils ne s'aiment. J'étais dans une relation un peu épistolaire où on se fantasmait plus qu'on ne s'aimait finalement. Et en fait, on se connaissait pas vraiment parce qu'on n'a pas passé de temps ensemble et parce que quand tu passes pas de temps avec les gens, tu les connais pas vraiment en fait. Tu sais pas comment ils réagissent quand ils s'énervent et tu sais pas comment ils réagissent quand ils ont faim. Et ça on dit long sur une personne. Et Bérénice et Aurélien, c'est ça. C'est deux êtres qui ont une connexion très forte, qui ont l'impression de se connaître, de se comprendre, mais qui au fond ne se connaissent pas vraiment. Qui s'aiment plus parce qu'ils aiment l'idée d'aimer l'autre que parce qu'ils aiment l'autre. Je sais pas si c'est clair, mais ils aiment plus l'idée d'aimer l'autre que l'autre en lui-même. Il y a aussi plein de moments de leur relation qui m'agacent au possible. Aurélien est fidèle à Bérénice par vents et marées. C'est quand elle se sent prête à se jeter dans un truc avec Aurélien qu'il passe la nuit avec une autre. Et là t'as envie de tout casser. Tu te dis mais c'est pas possible, il fallait que de toutes les nuits ce soit celle-là. Il va jusqu'à rejeter la plus belle femme de la ville, Rose, qui est genre cette femme fatale, cette allégorie de femme inatteignable que tout le monde veut. Ça m'a déchirée et je pense que c'est en ça que c'est un bon roman, c'est que j'ai été prise dedans, j'étais devenue un personnage. J'ai pas connu un grand drame de tragédie grecque, hein. J'ai juste une histoire d'amour qui a pas fonctionné avec quelqu'un. Vraiment je vous le conseille parce que c'est un roman vraiment qui va vous transporter je pense. C'est un roman d'amour comme on n'en écrit plus. Ensuite j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est un bouquin sur une gardienne de cimetière que j'ai vu recommander sur internet plein de fois, donc je me suis dit bon il est temps que je le lise. Pas de bol, j'ai aussi été coupée dans ma lecture, mais là pour le coup parce que ma grand-mère est décédée et que lire un livre sur une gardienne de cimetière c'était pas... Donc j'ai repris cette lecture bien plus tard, début 2024. On suit Violette Toussaint, donc qui est gardienne de cimetière après avoir été garde-barrière, ces personnes qui baisse et lève la barrière pour les trains. Son quotidien c'est donc de fleurir les tombes qui se trouvent être ses voisins, mais également de converser avec toutes les personnes qui passent par là, d'avoir les petites confidences de chacun. Son quotidien est aussi rythmé par les fossoyeurs qu'elle voit assez régulièrement, qui sont devenus ses amis. On pourrait penser que c'est un petit quotidien tranquille. Ça aborde des thèmes qui sont assez durs, ça aborde évidemment le thème de la mort, le thème du deuil, du suicide, des enfants de l'assistance, des enfants qui sont cabossés, des relations qui sont pas forcément saines en amour. On est sur un roman qui en vrai n'a de joli et doux que le titre et la couverture, mais on est sur un roman qui aborde des thèmes assez profonds et qui les aborde assez justement. L'écriture est assez fluide, facile, parfois poétique. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai pas envie de pas vous donner envie de lire le livre. Ensuite j'ai lu La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascotte. Panayotis Pascotte c'est un humoriste qui a aussi été chroniqueur à la télé. C'est un roman qui est intime, doux et à la fois un peu amer, beaucoup dans l'introspection. C'est un roman qui tourne autour de la mort, de l'amour, de la sexualité aussi, de la relation entre les parents et les enfants. C'est un livre très oralisé dans le langage, on a presque l'impression d'être dans sa tête et de lire ses pensées. C'est un roman que je recommande parce qu'il y a beaucoup de phrases qui m'ont cueillie, pas forcément parce que le propos est hyper intéressant. On voit quelqu'un qui en fait a toujours des sortes d'intentions et qui va pas forcément au bout des choses. Je vais vous lire peut-être 2-3 phrases que j'ai vraiment bien aimées. Et là ça m'a frappée. Elle n'a jamais posé le vase en bas parce que personne ne lui achète jamais de fleurs. Qu'est-ce que je suis con. Je ne lui ai pas offert un cadeau, je lui ai juste offert la preuve que plus personne n'a de petites attentions à son égard. Demain j'irai lui acheter des fleurs et on ressortira ce vase. J'ai une boule dans le ventre. J'ouvre le store, la lune ne se montre pas, je m'endors. Le lendemain, je suis repartie assez tôt. J'avais un rendez-vous à Paris. Je ne lui ai pas acheté de fleurs. Je le ferai la prochaine fois. Là, c'est un passage où il parle de sa mère. Elle range maintenant machinalement toutes les choses et il comprend pas pourquoi elle a rangé son vase, le vase qu'il lui a offert, et d'un coup, ça le frappe. C'est un roman vraiment intime, doux. C'est une lecture facile. Voilà. Ensuite j'ai lu Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Backman. C'est un collègue qui me l'a prêté, qui m'a dit que c'était son auteur préféré. Je lui ai dit bah à l'occasion j'aimerais bien le lire et le lendemain il s'est ramené avec un énorme pavé. Oh waouh. Tout ça. Je savais pas du tout à quoi m'attendre du coup. Il m'avait dit que c'était son auteur préféré, je me suis dit bon bah voilà, je vais découvrir. Et je me retrouve donc à me glisser dans la tête d'Elsa.
7 ans. Et quand je dis me glisser dans la tête, je sous-entends littéralement me glisser dans la tête parce que la façon dont le roman est écrit et perçu dans la tête d'une petite fille. Et c'est hyper bien fait pour le coup. Elsa, c'est une petite fille très futée qui a pour seule amie sa grand-mère avec qui elle passe les meilleurs moments possibles. Cette grand-mère, elle est complètement fantasque et elle est prête à faire les pires bêtises juste pour soulager Elsa son quotidien, notamment un quotidien de harcèlement scolaire. Elles ont un secret toutes les deux. Elle s'envole parfois dans un monde imaginaire. Puis un jour, les contes s'arrêtent parce que la grand-mère lui avait caché son cancer et elle décède. C'est le début d'une nouvelle aventure, parce que sinon le roman ferait 30 pages et serait bougrement triste. En partant, sa grand-mère a confié une mission à Elsa, qui est d'aller livrer des lettres à tout un tas de destinataires, des lettres de pardon, bourrées d'amour et de fautes d'orthographe. Et donc Elsa va embarquer dans une folle aventure où elle va rencontrer plein de personnes qu'elle ne connaît pas, des habitants de son immeuble notamment, à qui elle n'a pas forcément eu l'occasion de parler jusqu'avant. Elle va vite se rendre compte que la limite entre fantastique et réalité est très fine. C'est un roman que j'ai trouvé bouleversant sur le deuil, sur la famille. Ça aborde aussi des sujets beaucoup plus durs, la guerre, les enfants battus, vraiment plein de sujets très joyeux. Et plus on avance dans l'histoire, plus on s'attache aux personnages, plus on apprend à les découvrir. Même ceux qui sont détestables, on finit par les adorer parce qu'on comprend pourquoi ils sont comme ça. C'est vraiment un roman qui est très bien ficelé, qui est très bien écrit, qui est très bien pensé. C'est un roman qui m'a franchement transportée. Et pourtant, il y a quand même pas mal de passages qui sont assez fantastiques et molles fantastiques. Plus je grandis, moins j'aime ça. J'ai l'impression de devenir une adulte chiante quand je dis ça, mais c'est juste... Voilà, c'est plus du tout mon type de littérature. J'en lisais plutôt quand j'étais au collège, au lycée, mais c'est vrai que maintenant c'est plus trop mon délire. Malgré ça, ça m'a pas du tout gonflé. J'ai été transportée jusqu'à la fin du roman, notamment la fin d'ailleurs, que je trouve vraiment bien pensée. Je vous le recommande, c'est pas du tout un livre que je vois recommandé souvent, c'est pas du tout un livre dont j'avais entendu parler. Et merci à mon collègue pour cette découverte qui est franchement trop bien et il doit me prêter d'autres livres. Et enfin, on n'est pas du tout sur le même type de littérature, je vais vous conseiller Résister de Salomé Saké. Et si j'avais pu, j'aurais fait ce bilan culturel avant Noël parce que c'est un livre qui mériterait d'être sous le sapin de nombre de Français. Salomé Saké, c'est une journaliste assez renommée qui parle de thèmes sociaux et qui travaille chez Blast notamment, qui est un média indépendant qui est trop bien, que je vous conseille chaudement. Ils font des vidéos hyper intéressantes sur YouTube et c'est un travail journalistique hyper qualitatif et gratuitement sur internet, donc vraiment merci à eux pour leur travail. Dans cette période, ce climat politique assez tendu que nous connaissons aujourd'hui, Salomé Saké a décidé d'écrire un essai sur l'extrême droite en France. On se sait, j'ai plutôt le cœur à gauche, mais si je vous recommande ce bouquin, c'est surtout parce que c'est un vrai travail très sourcé qui rappelle que l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres. C'est un bouquin que je conseille parce que même si vous savez sûrement une grosse partie de ce qui se trouve dedans, si vous êtes déjà politisé, j'ai pas appris grand chose à proprement parler. Je m'informe déjà sur ces sujets là parce que c'est des sujets qui me touchent et qui m'inquiètent. Si vous avez déjà par exemple l'histoire du Rassemblement National, l'anciennement Front National cofondé par Jean-Marie Le Pen et toute une belle brochette de personnes très sympas, yes, vous allez quand même apprendre des choses ou du moins être amené à vous interroger ou avoir des sources sur les avis que vous êtes déjà fait. On le voit tous aujourd'hui, le Rassemblement National a réussi à imposer ces thématiques dans le paysage politique français, que ce soit par des champs lexicaux, islamo-gauchisme, woke, grand remplacement qui est d'ailleurs une théorie plutôt complotiste, comme elle le rappelle très bien. Ça va aller jusqu'à comment débattre avec des personnes qui ont ces idées-là, et à quel point c'est important de débattre, à quel point c'est important de ne pas mépriser ces gens-là, parce que les électeurs du Rassemblement National, on est quand même sur quelques millions d'électeurs, ça représente une grosse partie de la population française en fait finalement, et c'est révélateur de quelque chose, et pour moi c'est la partie la plus intéressante. Donc voilà, il y a pas mal de clés qui permettent de débattre avec des personnes d'extrême droite qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous, clés que j'ai déjà testées qui en vrai fonctionnent plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que c'est un bouquin qui est sourcé, donc on est vraiment sur un vrai travail de recherche journalistique, on n'est pas sur juste une personne qui va faire un essai de son idéologie juste parce qu'elle est de gauche et qu'elle pense comme ça. Donc c'est un bon petit livre qui se lit bien, qui se glisse bien sous le sapin, en cadeau d'anniversaire, en cadeau de Pâques, you do you, vraiment, on a toute une personne à qui on aimerait bien l'offrir. Ça permet de remettre plein de choses en perspective et de rappeler des faits. L'ultra-droite par exemple, c'est la deuxième priorité du ministère de l'Intérieur, juste après l'islamisme radical, parce qu'en fait oui, il y a des attentats d'extrême droite. On est quand même voilà sur une idéologie qui est dangereuse pour la démocratie, c'est pas n'importe quoi, on n'essaie pas l'extrême droite, on ne joue pas avec l'extrême droite, on leur donne pas de tribune et on essaie de comprendre leurs idées, on essaie de comprendre pourquoi elles ont réussi à s'infiltrer comme ça dans la société, et on détricote et on détricote et on résiste. Avant de passer aux films et aux séries, j'ai envie de vous parler théâtre. Je vais très rarement au théâtre, j'y allais plus il y a quelques années parce que j'avais mon meilleur ami qui bossait dans un théâtre, donc
c'était quand même un peu plus pratique pour y aller parce que j'y allais gratuitement. Je suis allée voir Passeport d'Alexis Michalik, qui est une personne dont on m'a beaucoup recommandé les pièces de théâtre, qui tourne il me semble en ce moment encore sur Paris, peut-être plus. En tout cas il va y avoir une tournée dans le reste de la France, donc voilà, s'il y a une date qui passe par chez vous, n'hésitez pas à y aller. On va suivre Issa, qui est un jeune érythréen dans la jungle de Calais. Et voilà, si vous ne le savez pas, moi je suis originaire de Calais. J'ai connu la crise migratoire à Calais quand j'étais au collège et au lycée. Toutes les petites anecdotes sur le Nord-Pas-de-Calais, je les avais. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Natacha Bouchard est la maire de Calais, elle est pas forcément très pour l'aide humanitaire, donc voilà. Ça a été une situation très compliquée et tragique à Calais. Et donc ce jeune érythréen est battu, laissé pour mort au milieu de la jungle. Cet incident va lui faire perdre la mémoire. Le seul élément qui permet de l'identifier, c'est son passeport. Il a son nom et son prénom. Et c'est à partir de ce passeport que toute son aventure commence. On va le suivre en France, un peu partout, pour essayer d'obtenir une carte de séjour et rester dans notre beau pays. En parallèle de ça, il y a aussi une famille de Calaisiens, les Lefebvre, où Lucas est gendarme. Et son travail, c'est d'empêcher les migrants de s'échapper de la jungle. C'est une pièce intense, extrêmement forte, extrêmement émouvante, j'ai pleuré comme une madeleine. C'est un euphémisme de vous dire ça. C'est puissant, c'est prenant, enfin j'ai pas assez d'adjectifs pour décrire cette pièce qui m'a vraiment bouleversée. Les comédiens sont hyper bons dans leur rôle, ils jouent plusieurs personnages à la fois, enfin il y a plein de jeux sur les décors, sur les lumières, sur les musiques, et c'est un thème hyper important, c'est un thème hyper nécessaire, il y a des longues tirades, notamment si elle dit ça pour réussir à obtenir sa nationalité. Quand on essaie d'obtenir la nationalité française, on est obligé de raconter son parcours, comment on est arrivé d'un point A à un point B, comment on est arrivé de son pays d'origine à la France. Et Issa, il a perdu la mémoire, et donc il va devoir inventer son récit, et c'est un moment qui est hyper fort parce que il raconte à quel point c'est compliqué de quitter un pays en guerre, tout ce que tu laisses derrière toi, tous les dangers auxquels tu vas être confronté en partant. Si vous pouvez y aller, allez-y. Ensuite, alors je le mets dans la catégorie théâtre, en vrai ça aurait pu être dans la catégorie film. Je l'ai regardé en streaming, mais le spectacle de Panayotis Pascotte, presque. C'est un spectacle d'humour, moi j'aime beaucoup les spectacles d'humour, j'en regarde vraiment souvent. J'adore l'humour. Que vous dire sur ce spectacle? Si ce n'est que contrairement au spectacle d'humour plutôt traditionnel, en fait il va y avoir beaucoup de moments qui sont pas si marrants que ça. Tout le sketch est assez posé, en fait finalement c'est très intime. J'ai adoré, je pense que c'est l'un de mes spectacles d'humour préférés. J'ai pas envie de vous dire grand chose dessus, juste regardez-le. Il est en streaming, il me semble sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas à l'époque où je l'ai regardé, il me semble qu'il était sur Netflix. Vraiment je vous le recommande chaudement, il est trop bien. Maintenant on va parler film. Je vais commencer par Pauvre créature, qui est un film sublime dont j'ai pas tant entendu parler que ça finalement. Enfin, la hype autour de ce film s'est vite essoufflée. C'est un film qui est sorti du coup l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et on y suit Belle, qui est une enfant dans un corps d'adulte suite à une expérience du brillant docteur Godwin Baxter, qui a récupéré le corps d'une femme qui s'était jetée d'un pont, je crois, et qui y a mis le cerveau d'un enfant. Donc on va suivre un peu toute la croissance et la découverte de la vie de Bella, qui d'abord va apprendre à marcher, à parler, etc. Qui va ensuite avoir une soif d'apprendre, une soif de découvrir le monde. Elle va suivre un avocat complètement débauché et partir à travers plein de pays différents. Ce que j'ai hyper aimé de ce film, bon alors déjà les décors sont éblouissants, toutes les îles sont des sortes de versions différentes des îles. Elles sont retransformées, on les reconnaît sans les reconnaître, c'est pas le vrai Lisbonne, c'est pas le vrai Paris, c'est pas le vrai Londres. Et surtout j'ai adoré le personnage de Bella, qui est complètement imperméable aux préjugés, aux stéréotypes, etc. Qui va pas se laisser marcher dessus quoi. Elle va commencer son émancipation en découvrant son corps et le plaisir que son corps peut lui procurer, notamment via des relations sexuelles. La question du consentement se pose vraiment parce que voilà, c'est censé être une enfant. Le film aborde plein de thèmes, il aborde la domination des hommes sur les femmes, violence conjugale, l'excision, mais aussi le socialisme. On est sur un film qui transporte, qui interroge, qui est très beau, qui est bien joué. Emma Stone est sublime dans son rôle. Ensuite, j'ai envie de vous recommander un petit truc en plus. C'est une comédie française et souvent les comédies françaises, moi j'en attends pas grand chose parce que je me dis ça va être de l'humour un peu lourdingue. On va suivre un père et son fils qui sont en cavale et qui se retrouvent, pour ne pas se faire attraper, dans une colonie de vacances pour adultes pour personnes en situation de handicap. Ils vont se faire passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé et c'est un peu le début des emmerdes parce que ils se retrouvent du coup entourés de personnes en situation de handicap et ils vont s'attendrir au fur et à mesure. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est que on rit pas des personnes en situation de handicap, on rit avec eux. Il y a vraiment plein de situations qui sont très drôles, c'est un film qui est très attendrissant. Il a ses faiblesses, la fin qui est complètement un peu bâclée à mon sens, etc., qui est un peu trop rapide, mais les relations entre les personnages sont vachement justes. C'est un film qui a été tourné avec des personnes qui sont vraiment en situation de handicap. Le tournage a aussi dû être quelque chose, une expérience qu'on ressent à l'écran. Ensuite, il faut absolument que je parle du Comte de Monte Cristo, qui est mon film français préféré l'année dernière. C'est un film français
commencer donc avec Pierre Ninet. On va suivre Edmond Dantès qui est victime d'un complot et qui se retrouve mis en prison le jour de son mariage avec l'amour de sa vie et où il va passer 14 ans. Tout ça pour un crime qu'il n'a pas commis. Quand il arrive enfin à planifier son évasion, il quitte le château d'If et essaie de retourner à son amour de toujours qui, elle, ne l'a pas attendu. Va aller chercher un trésor qu'une personne dans la prison où il était lui a indiqué, devenir extrêmement riche et revenir en tant que comte de Monte Cristo pour planifier sa vengeance de toutes ces personnes qui l'ont mis dans cette situation horrible. Ça c'est le pitch. En termes de réalisation, c'est monstrueux. Les images sont incroyables, le rythme du film est bon. Il est hyper long. Je pensais que j'allais décrocher, je décroche tout le temps. Pas du tout. Il est passé vite. Les musiques sont tellement bien composées. La bande son de ce film fait partie des musiques que j'ai le plus écoutées sur Spotify en 2024. J'ai vu le film en octobre. Comment c'est possible? Les personnages sont hyper justes, les dialogues sont bien écrits. Ça m'a donné envie de lire le roman. L'écriture et la profondeur de ce personnage est folle. Et l'interprétation de Pierre Ninet est extraordinaire. Il y a quand même suffisamment de place pour les personnages secondaires et en même temps le personnage principal est grandiose. Enfin, s'il y a un film que je vous recommande vraiment, je pense que c'est celui-ci que j'ai adoré. En plus du cinéma français, mais ça vient de chez nous quoi, Cocorico. Non. Face à cet incroyable film, j'ai envie de mettre en comparaison un film qui m'a terriblement déçue. Joker Folie à 2, parlons-en. J'ai adoré Joker 1. C'est un film qui m'a bouleversée, qui parle de thèmes hyper profonds, de troubles mentaux, de non-assistance à personne en danger clairement, parce que retrait de la société qui joue pas son rôle, inégalité sociale, enfin un film brillantissime. Le Joker 1 est un film incroyable qui aborde plein de sujets, où les personnages sont hyper bien construits, tout est hyper bien ficelé. Le travail sur la couleur, sur les plans, sur les musiques, tout est bon dans le Joker 1. Alors pourquoi ils ont fait le Joker 2? Il n'y avait pas besoin. Le Joker 1 était devenu une icône au point que dans les manifestations en 2019 à Beyrouth au Liban, à Hong Kong, même aux États-Unis dans des manifestations anti-Trump, on voyait des masques, on voyait des maquillages du Joker parce qu'il représentait quelque chose pour les gens. Et le Joker 2 est venu à mon sens casser ça. Et ça me fond l'air. Je savais que c'était une comédie musicale, j'y suis allée en connaissance de cause. Cependant, il y a une différence entre faire une comédie musicale mais tout de même aborder des thèmes hyper profonds et faire une comédie musicale et un film un peu dramatique avec des musiques qui n'ont aucun sens juste pour montrer Lady Gaga. À mon sens, c'est pas une histoire d'interprétation. Les acteurs sont toujours aussi bons, la réal est magnifique, il y a toujours d'aussi beaux plans, la colorimétrie est toujours aussi bien travaillée. Un vrai travail sur les musiques aussi. Non, voilà, c'est une comédie musicale, me direz-vous, mais je trouve que le rythme est pas bon, l'histoire est pas bonne. Quand t'aimes pas l'histoire du film, c'est compliqué d'aimer le film. Loin d'une figure de Joker maniaque, psychopathe, sociopathe, cruel, folle, on tombe sur un Joker presque pathétique. On est vraiment sur du pathos quoi. On est sur une personne qui n'est pas soignée, qui n'est pas bien prise en charge, qui tombe sur une personne tout aussi folle que lui, qui est Harley Quinn, qui est très bien joué par Lady Gaga, au demeurant c'est vraiment pas la question, mais voilà, qui est presque limite manipulé par Harley Quinn alors que normalement c'est plutôt l'inverse en soi. L'intrigue du Joker 2 c'est le procès de Arthur Fleck après les crimes qu'il a commis dans Joker 1 en tant que Joker, voilà. Pour moi le film est lent, il y a des musiques qui n'ont pas d'intérêt. Franchement j'ai été tellement déçue, j'ai du mal à faire ma critique parce que ça m'a touchée quoi. Je m'attendais pas à ça, j'ai attendu que la fin du film passe. Dès le milieu du film j'étais là mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. J'ai lu pas mal de critiques sur ce film. Bon, unanimement c'est quand même pas le film de l'année, on va pas se mentir. Les gens qui défendent cette histoire défendent l'idée que en fait le Joker est quelque chose de plus gros qu'Arthur Fleck qui ensuite sera légué à d'autres personnes et d'autres personnes deviendront peut-être le Joker. Le rythme, j'ai du mal avec les dialogues, j'ai du mal avec plein de choses dans ce film qui m'ont déçu, donc je ne vous le recommande pas. Le plan a 100% bougé. Bon, désolée, je suis partie me faire à manger et en plus ma caméra avait plus de batterie. Prochain film, L'amour ouf. On suit Jackie et Clotaire dans les années 80 dans le nord de la France. C'est une histoire d'amour entre ces deux jeunes qui tombent amoureux, c'est le premier amour. On est un peu sur le cliché de cette fille calme qui va à l'école, etc. Pendant que le bad boy zone un peu, traîne, quand même pas des endroits très glamour parce qu'on est sur le nord de la France, une zone assez pauvre. Toute une aura autour de cette enfance-là qui donne envie presque d'y être. C'est un film qui est à la fois une histoire romantique et aussi un film avec pas mal de violence. Ce sont deux enfants qui manquent pas mal d'amour. Jackie a perdu sa mère, son Clotaire est pas forcément très proche de sa famille, voilà, c'est une famille compliquée. Et cet amour, c'est ce qui les lie tous les deux tellement fort, tellement intense. Il y a deux parties à ce film, il y a voilà leur enfance et à un moment donné, ils vont être séparés pendant un certain nombre d'années. Ils vont se retrouver à l'âge adulte. J'ai pas envie de trop en dire parce que bon voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. C'est aussi un film qui peut avoir des scènes vraiment violentes. Il y a des scènes de baston, de bagarre, voilà, de tuerie. C'est un film qui a un vrai travail autour de la colorimétrie, il y a
des couleurs magnifiques même dans les scènes de nuit et tout. Il y a un vrai travail autour de la musique, il y a des scènes de danse. J'ai adoré, je m'y attendais pas du tout. Ça arrive au beau milieu du film, tu te dis ouais mais c'est tellement bien. J'ai même préféré je pense le jeu des deux acteurs à l'âge enfant plutôt que les acteurs à l'âge adulte, et pourtant François Civil et Adèle Cherchopoulos, bon je sais toujours pas dire le nom de famille, je les adore, je les trouve hyper pertinents etc. Mais je trouve que c'est pas leur meilleur rôle, alors que pour les deux jeunes c'est phénoménal. C'est encore un très bon film français que je vous recommande. Ensuite je suis allée voir Mufasa le Roi Lion, le live action sur l'histoire des origines de Mufasa, le père de Simba. J'ai bien aimé, voilà, je m'attendais pas à grand chose, c'est toujours très beau. Disney hein, ils ont le budget, enfin c'est magnifique. Et les lionceaux sont adorables, t'as envie de prendre leur petite tête et faire mi 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 mi. On ne fait pas ça, ce n'est pas civilisé, on ne fait pas ça. Trop beau, trop mignon, le film est vraiment beau et c'est agréable de découvrir une autre histoire de Disney, parce que c'est vrai qu'avec les live action souvent ce qu'ils font c'est qu'ils refont les histoires qui existent déjà, qu'ils peaufinent un petit peu, qu'ils ajustent un petit peu, notamment sur la place de la femme etc. Pour le coup un live action qui a une histoire complètement différente qu'on ne connaît pas, très intéressant, et c'est hyper intéressant de voir le personnage du coup de Scar, ses prémices, comment est son frère, la relation qu'ils avaient quand ils étaient petits et comment ça évolue et pourquoi ça évolue quoi. Il y a des moments où j'ai trouvé que ça allait trop vite dans l'intrigue, d'autres moments j'étais en mode on pourrait accélérer un peu, mais globalement c'est un bon film. Et enfin, il fallait que je vous parle de Wicked. The Wicked Witch of the West. J'attendais ce film. Je suis allée voir la comédie musicale à Londres en avril 2024. J'ai trouvé ça incroyable. Pourtant je connaissais pas du tout l'univers du Magicien d'Oz, j'ai jamais vu le film etc. Mais la comédie musicale m'a prise par la main et m'a emportée dans son univers. J'ai adoré. Après ça j'ai pensé tout l'album de la comédie musicale pendant des semaines et donc j'avais des grosses attentes pour ce film, et en plus c'est Ariana Grande qui a le second rôle féminin. Je l'adore depuis le collège, vraiment je l'adore depuis Baby Eye, ses cheveux roses, je l'aime de tout mon cœur. J'étais trop contente de voir qu'elle avait un rôle comme ça, et en plus elle avait déjà dit dans plusieurs interviews qu'elle voulait absolument jouer Glinda, et elle jouait Glinda, donc j'étais ravie. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Elphaba et Galinda. Elphaba qui sera plus tard dans Le Magicien d'Oz la sorcière méchante de l'Ouest, et Glinda qui sera la gentille sorcière du Nord. Donc ça se passe avant Le Magicien d'Oz et on comprend comment Elphaba et Glinda sont devenues les fameuses sorcières qu'elles sont dans Le Magicien d'Oz. Elphaba, c'est un personnage qui est rejeté par tout le monde, par son propre père, parce qu'elle a la peau verte. C'est un film où l'alchimie entre les deux actrices est phénoménale. Glinda, qui est quand même un personnage qui est voilà, la petite blonde, pétasse, agaçante, a un côté hyper attendrissant, hyper attachant. Elphaba est un personnage très fort, elle a un grand pouvoir en elle déjà, mais en plus elle a des convictions et elle est prête à faire des sacrifices pour défendre les animaux qui n'ont plus le droit à la parole, n'ont plus le droit d'enseigner. Il y a une lecture politique à ce film-là. Les animaux du pays enchanté d'Oz commencent à perdre la parole, commencent à ne plus être tolérés dans leurs fonctions, perdre leur métier, etc. et à être enfermés dans des cages. Je vous conseille cette comédie musicale. Toutes les musiques sont incroyables. On est sur deux vocalistes exceptionnels. Et enfin on va passer aux séries. Je vais vous parler brièvement du Baron Noir. C'est une série Canal+ que j'ai regardée l'année dernière avec mon copain et qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé génialissime. En personnage principal on a Cadmerade, voilà, qui joue Philippe Rigvart, un homme politique de gauche du Parti Socialiste si je ne m'abuse. L'intrigue est hyper bien écrite, c'est hyper bien ficelé, les personnages sont très justes, ça parle politique et ça parle vraie politique. On n'a pas peur de dire les termes, on parle en jargon politicien, on parle en jargon militant. Ça commence sur l'entre-deux-tours des présidentielles et Philippe Rigvart est un peu jeté sous le bus par le candidat qu'il soutient, et du coup il doit un peu aller mettre ses mains dans le cambouis, faire un truc pas très légal pour arranger ce candidat. Et donc c'est un peu l'histoire de magouille politique. Philippe Rigvart c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui du coup a des connaissances dans tous les milieux, même dans les milieux les moins légaux, qui est prêt à tout pour défendre ses idées. C'est une série politique extraordinaire où on retrouve des personnages où on sait très bien qu'ils font référence Vidal étant Mélenchon. C'est hyper intéressant, on voit pourquoi le clivage entre la gauche et la droite ne fonctionnait plus, l'apparition du troisième bloc, des débats d'idées, les magouilles. Mon mec a fait de la politique avant, il me disait en vrai ça se passe vraiment comme ça. On sent que c'est une série qui a nécessité un travail d'écriture énormissime. Vraiment j'ai rien d'autre à vous dire, c'est hyper bien, tous les acteurs sont bons. Et dans la même lignée on a vu La Fièvre ensuite, qui elle pour le coup est une série qui parle d'une crise politique et d'une crise communicationnelle. Ça parle fenêtre d'Overton qui se déplace. C'est un concept d'une fenêtre en gros dans ce qui est acceptable et ce qui est considéré inacceptable. Et le but notamment pour les extrêmes, imaginons l'extrême droite, c'est d'agrandir ou de déplacer cette fenêtre pour que ce qui est considéré comme tabou passe dans l'ordre de l'acceptable. Et on va voir tout ça avec le débat sur le port d'armes et ça se passe en France. C'est hyper intéressant aussi. Vraiment c'est dans la même lignée et
De toute façon, les séries sont un peu reliées, vous verrez comment. Canal+, mais là, banger quoi. Autant je déteste Vincent Bolloré, autant ces masterpieces là, allez-y les yeux fermés. C'est tout. C'était beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude vos recommandations de films, de livres, de séries, de podcasts. Ça fait longtemps que j'ai pas découvert de nouveaux podcasts, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne. Je reviens cette année avec plus de bilan culturel, c'est promis. Si vous voulez me suivre au quotidien, c'est par ici. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt, bisous.